Exceptionnel sur notre antenne, un décrochage exceptionnel à l'occasion des vœux du président de la République aux Corésiens. Le président de la République, François Hollande, cela faisait maintenant plus de 5 ans, près de 6 ans qu'un président de la République n'était pas venu présenter ses vœux aux Corésiens. Vous le savez, puisque c'était une tradition qui avait été mise en place par Jacques Chirac. Il n'avait d'ailleurs pas attendu d'être président de la République pour faire cette cérémonie des vœux chaque année aux Tullistes et aux Corésiens. Nous sommes donc ici dans la salle de l'Ozelou. C'est une salle totalement nouvelle, une salle multiculturelle, une salle multispectacle, car il devrait y avoir ici même dans quelques semaines des spectacles, des colloques, des expositions, de grands séminaires également. En tout cas, la commune compte beaucoup sur cette salle pour un attrait supplémentaire en termes de culture. Donc cette salle de l'Ozelou a été inaugurée ce matin par le maire de la ville, en compagnie du président du conseil général, du président du conseil régional également. Et François Hollande, qui devait être là, lui est arrivé avec un petit peu plus de retard en raison, vous le savez, vous l'aurez compris, des événements internationaux. Il devait être là dès 10 heures pour participer en quelque sorte à une déambulation dans les rues de Tulle et en particulier au marché de Tulle, ce qu'il n'a pas fait. Il devait être là ensuite à 12h30 pour participer à l'inauguration de cette salle de l'Ozelou. Il n'a pas pu le faire non plus. En revanche, il est arrivé un tout petit peu avant 13h pour serrer les mains, bien entendu. Vous savez, c'est ce qu'il aime faire, c'est ce qu'il souhaite faire quand il vient ici en Corrèze, puisque je vous le rappelle, c'est tout de même la 5e fois qu'il revient en Corrèze depuis qu'il est élu, depuis le 6 mai, depuis qu'il est élu président de la République. Il est donc arrivé vers 13h, il n'a pas pris la parole, il n'a pas répondu aux questions des journalistes. En revanche, il a discuté avec les quelques milliers de personnes qui avaient pris place dans cette salle de l'Ozelou. Il a discuté avec eux pour leur dire tout simplement son bonheur, sa joie de se retrouver en Corrèze, d'être là parmi les siens en quelque sorte. Et puis il a aussi distillé de ci, de là quelques informations sur la crise algérienne, sur la crise malienne aussi, mais sans entrer dans le détail, puisque vous le savez, nous étions en pleine dernière offensive des Algériens qui ont donc fini par normalement, d'après ce que l'on sait, libérer la base gazière. Donc à l'heure actuelle, François Hollande est resté 35-40 minutes peut-être ici à l'Ozelou, où il a serré beaucoup de mains, il s'est laissé prendre en photo, il a bien entendu dédicacé un certain nombre de cartes postales ou tout simplement le carton d'invitation. Il était avec sa compagne, très détendu, très souriant, et juste ensuite il est parti rejoindre les membres de la majorité départementale au conseil général, et il y est depuis 13h30 environ. Il devrait donc d'ici 5-10 minutes peut-être arriver ici dans cette salle de l'Ozelou pour prononcer un discours que l'on croit savoir sur la durée, il pourrait être environ d'une demi-heure, une demi-heure grand maximum, car il est prévu, et c'est une nouveauté au planning de l'après-midi, il est prévu que le président de la République aille ensuite à la préfecture de Corrèze, à Tulle, pour rencontrer une délégation du 126e RI de Brive. Vous savez que depuis hier, une compagnie de 80 personnes a fait son pactage de Brive, de la caserne Laporte, pour rejoindre le Mali, et donc cet après-midi, il a tenu à rencontrer les responsables du 126e et un certain nombre de militaires qui viendront donc faire le déplacement à la préfecture de la Corrèze, et ce n'est donc pas le président qui se rendra à la caserne Laporte. Il s'entretiendra avec eux très certainement de la situation malienne et de ce qu'il attend de l'intervention des bisons de Brive sur ce territoire africain, là où la France est en guerre depuis, vous le savez maintenant, depuis le début de semaine. Je vous le disais, d'ici donc 10 minutes, c'est en tout cas ce que l'on souhaite, c'est en tout cas ce que tous les gens qui sont dans cette salle souhaitent. Il y a eu très exactement 2200 invitations d'envoyés aux Corésiens, aux Tullistes bien sûr, mais aussi à ceux de la Haute-Corrèze, à ceux de la Bas-de-Corrèze, à ceux de Brive, à ceux du Sel. Il n'y a pas eu de distinction de fait. On n'a pas cherché à inviter simplement les amis du président. On a invité très large, 2200 personnes, une invitation pour 2 personnes. Il peut donc y avoir ici, mathématiquement c'est simple, 4400 personnes. Je vous rassure, et d'une, il n'y aura pas 4400 personnes, et de 2, la salle ne peut pas les contenir. Et dans la mesure où, en raison du plan Vigipirate renforcé, les contrôles sont beaucoup plus stricts, beaucoup plus sévères à l'entrée, eh bien il y a bien entendu beaucoup de retard pour que les gens puissent entrer dans cette salle. Je ne vous parle même pas de la difficulté pour se garer, de la difficulté de parking, car avec les voitures et compte tenu des conditions climatiques qui ne sont pas terribles, eh bien c'est plutôt bouché ici du côté de l'Ozelou. L'Ozelou, pour ceux qui ne connaîtraient pas,
C'est une ancienne salle culturelle qui était juste à côté, à 50 mètres d'ici. Et d'ici environ une semaine ou deux, eh bien, les démolisseurs devraient commencer leurs travaux. L'Oslo, c'est situé juste en contrebas du stade Alexandre Recueil, cher aux rugbyman du club de rugby de Tulle. C'est une nouvelle salle qui vient donc d'être construite. Il a fallu un petit peu plus d'1 an et demi pour la bâtir, cette salle. Le budget est de l'ordre de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est important pour une salle municipale, pour une salle culturelle. Mais c'est en tout cas une salle qui, selon ce qu'a pu dire ce matin Bernard Combe, le maire de Tulle, eh bien c'est une salle qui pourrait accueillir un certain nombre de spectacles de haut niveau. Je vais me soustraire à la caméra pour vous laisser voir le monde qu'il peut y avoir dans cette salle et voir tous ces gens qui attendent les vœux que doit prononcer le président François Hollande aux Corésiens. Ces vœux-là, je vous le rappelle, ils avaient débuté en 1996 pour Jacques Chirac. C'est la première fois qu'il venait ici, qu'il montait sur l'estrade, non pas d'une salle municipale, mais il était au gymnase du SDIS, au gymnase du centre départemental d'incendie et de secours de Tulle, qui se trouvait sur les hauteurs de la ville. Il y avait toujours énormément de monde qui assistait à ces vœux. C'était the place to be, l'endroit où il fallait être en tout cas. Et les Corésiens ont toujours répondu en nombre à ces invitations, qu'il s'agisse de celle du président Chirac pour l'UMP, comme pour celle du président Hollande pour le Parti socialiste. En 1996, Jacques Chirac est donc pour la première fois monté sur une estrade pour présenter ses vœux aux Corésiens. Et pour la première fois, pour la petite histoire, c'est une anecdote qu'il est importante de signaler, pour la première fois, eh bien, François Hollande est monté en 2002 sur l'estrade. Il était maire de Tulle et c'est la première fois qu'il a été invité à monter sur l'estrade pour assister aux vœux juste à côté du président de la République en exercice en 2002. Donc François Hollande qui a assisté tout au long de ces dernières années aux vœux de Jacques Chirac. Il y a assisté comme député de la Corrèze. Il y a assisté comme maire de Tulle, puisque vous le savez, il avait également tenu ce poste. Et puis il y a assisté aussi comme premier secrétaire du Parti socialiste. En tout cas, il est assistait à ses vœux et en permanence, et comme il était dans l'opposition, il était interviewé par les journalistes et en règle générale, il critiquait bien entendu les propos qui avaient pu être tenus par Jacques Chirac. Il avait même dit durant la dernière campagne présidentielle, et vous l'avez peut-être vu sur La Voix est libre et sur l'extrait que nous avons pu rediffuser hier au soir dans notre journal régional, il avait dit que ses vœux aux Corésiens, lui, il ne les ferait pas. Il a changé d'avis. Alors pourquoi a-t-il changé d'avis? Il y a plusieurs explications, bien sûr. Bernard Combe dit que ce n'est pas le dernier à lui avoir demandé de maintenir cette tradition, que les Corésiens, les tullistes y tenaient beaucoup, et donc il avait souhaité à ce que le président puisse continuer. Et puis il y en a d'autres qui disent que compte tenu de la situation, François Hollande tenait toujours à cet ancrage local, à cet ancrage départemental, à cet ancrage régional. Et il le dit lui-même, il dit que quand il vient ici, il reprend un petit peu une bouffée d'oxygène. Il dit aussi, il l'a répété à de nombreuses reprises durant la campagne électorale, et il l'a répété il n'y a pas si longtemps de cela à des journalistes. Il disait que, en ce qui concerne la stèle des martyrs de Tulle, à l'entrée de Tulle, les 99 pendus suppliciés le 9 juin 1944, il dit que ces 99 noms-là lui donnent de la force et qu'il s'en souvient en permanence, il s'en souvient dans ses décisions, il s'en souvient dans ses discours, il s'en souvient dans les actions qu'il a menées pour la France. Ils sont toujours avec lui, ils lui donnent de la force et donc il aime revenir se replonger dans cette ambiance qui lui est si familière, ces routes qu'il a très longtemps et très longuement bien entendu parcourues pour convaincre, pour essayer d'aller à la rencontre des Corésiens et savoir ce qui pouvait se dire. Alors qu'attend-on de cette déclaration aux Corésiens d'ici 5 minutes, peut-être 10 minutes, on ne sait pas trop, puisque ça devait être à 15h30, mais vous vous en rendez compte, il y a du retard. Est-ce que le président Hollande va faire une déclaration solennelle? Sans doute. Il va très certainement donner des nouvelles de la situation, et en Algérie et au Mali. Je vous signale également que s'il y avait quelque chose de très très grave, une toute petite salle, un tout petit bureau a été aménagé pour que le président
puisse s'exprimer solennellement aux médias de notre pays. On vient de me signaler d'ailleurs que François Hollande n'est pas encore parti du Conseil général de la Corrèze. Il aura donc un tout petit peu de retard pour s'adresser aux Corréziens. Donc oui, on attend de lui qu'il donne bien entendu des nouvelles peut-être de certains de nos compatriotes qui sont sur le terrain militaire au Mali. On attend aussi qu'il donne les derniers développement peut-être de l'affaire algérienne dans cette base gazière. Et puis on souhaiterait aussi, et c'était le vœu ce matin d'un certain nombre d'hommes politiques de droite comme de gauche, on souhaiterait aussi qu'il donne peut-être des orientations départementales, des orientations régionales et qu'il fasse des promesses. Vous savez que les promesses, Jacques Chirac en avait fait un certain nombre quand il participait à ses vœux. Il y avait par exemple le contrat de site du sel, il s'était exprimé pour cela. On avait également vu Jacques Chirac promettre un centre cynophile de la police à Chavroche, c'est sur la Haute-Corrèze. On l'avait entendu également proclamer l'ouverture d'un centre de défense deuxième chance. Alors il a parlé, Jacques Chirac, du TGV, Poitiers-Limoges, il en avait déjà parlé, c'était dans les dernières années de ses mandats. Et puis il avait aussi parlé de l'aéroport de Brive. Au jour d'aujourd'hui, l'aéroport de Brive existe. Il fonctionne, il a d'ailleurs un certain nombre de liaisons vers l'Angleterre par exemple, mais aussi vers la Corse ou vers Marseille. Mais en ce qui concerne la ligne TGV Poitiers-Limoges, c'est le souhait de tout le monde, c'est le souhait de tous les Limousins, c'est le souhait de plein de gens. Et donc c'est important bien entendu qu'aujourd'hui le président de la République puisse à nouveau redire son engagement pour cette liaison ferroviaire entre Poitiers et Limoges et donner peut-être un tout petit peu plus d'informations en ce qui concerne le calendrier, puisque vous le savez, hier, le président Denano a rencontré la présidente du conseil régional de Poitou-Charentes, Ségolène Royal. Ils se sont entretenus sur cette liaison ferroviaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a même d'ailleurs pas l'ombre d'un doute entre Ségolène Royal et Jean-Paul Denano. En revanche, là où le bât blesse, là où il y a problème, c'est dans le financement. La région Limousin est prête à mettre la main au portefeuille. La région Poitou-Charentes ne veut pas en entendre parler, elle n'est pas du tout disposée à financer une quelconque liaison entre Poitiers et Limoges sur une ligne à grande vitesse. On est donc obligé maintenant de faire des supputations, d'attendre, de voir ce que pourrait dire François Hollande dans ses vœux aux Corréziens et peut-être de donner quelques indications importantes sur les souhaits qu'il peut avoir. Il parlera sans doute d'éducation, puisque vous savez que ça faisait partie de ses grands chevaux de bataille lors de la campagne présidentielle, d'emploi aussi, puisque 2013 pour lui est importante, lutter contre le chômage et essayer de donner des informations importantes et des pistes de réflexions importantes pour tenter d'infléchir la courbe du chômage et de diminuer le nombre de chômeurs dans notre pays. En tout cas, vous en êtes rendu compte, et je peux d'ailleurs peut-être à nouveau me pousser pour que vous le constatiez, vous vous rendez compte du monde qu'il peut y avoir dans cette salle. Je peux difficilement vous dire combien de Corréziens ont pris place ici, combien de Limousins ont pris place ici, mais il y a en tout cas près de 2000 personnes, selon moi, dans cette salle de Lozelou. Parmi les premiers arrivés pour assister aux vœux, on a vu tout à l'heure le maire de Rochechouart qui était là très en avance, puisque les portes ont ouvert à 14h30 et il était vraiment dans les premiers à être là. On a également vu Philippe Preyac, adjoint au maire de Limoges, mais qui est également l'un des animateurs de la Java des Gaspard. Philippe Preyac qui est arrivé également il n'y a pas très longtemps. Jean-Jacques Lozac, le président du conseil général de la Creuse, est ici également. En revanche, nous avons rencontré dans la semaine Marie-Françoise Perrol-Dumont, la présidente du conseil général de la Haute-Vienne, qui elle nous avait signalé, nous avait indiqué qu'elle n'assisterait pas à cette cérémonie aujourd'hui, qu'elle ne serait pas là. Le président Denano a fait partie des rares privilégiés à pouvoir déjeuner avec le président de la République à la mi-journée au Conseil général, donc à l'hôtel Marbeau sur les hauteurs de Tulle, un lieu que le président Hollande connaît bien, puisque vous le savez, il a durant quelques années été le président de ce Conseil général en succédant à Jean-Pierre Dupont pour l'UMP, au gré d'un des nombreux changements électoraux que peut connaître un département, une région, mais aussi un pays au fur et à mesure des élections. Donc que tous ces gens
gens sont en attente, ils sont très patients, hein. Il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de cri, il n'y a rien de très particulier. On parle les uns les autres, bien entendu, on s'entretient avec quelqu'un que l'on peut reconnaître ou quelqu'un que l'on peut rencontrer, puisqu'il y a tout de même des acteurs sociaux, des acteurs professionnels, il y a vraiment tous les corps de métier qui sont réunis dans cette salle et ces gens sont en attente. Le président ne devrait pas traverser la foule pour aller sur l'estrade. Il est prévu qu'il entre par une porte détournée afin de lui faciliter l'accès, bien entendu, à cette salle, afin de lui faciliter l'arrivée au podium. Un podium protocolaire qui a été installé par les services de l'Élysée. Ils sont ici depuis hier. C'est quelque chose de très codifié, de très sérieux également, puisque si vous pouvez le voir sur votre image, juste derrière le podium, il y a marqué « Vœux aux Corésiens Tulle, samedi 19 janvier 2013 ». Eh bien, ces autocollants ont été installés après l'inauguration de la salle de l'Oslo par les services spéciaux de l'Élysée. Et donc, il a fallu millimétrer, il a fallu mesurer, il a fallu prendre à un moment donné un niveau pour voir si tout était bien en place. Donc c'est très important. Le positionnement du drapeau français et le positionnement du drapeau européen est également très important sur cette estrade. Donc il fallait que tout soit réglé au millimètre et ce sont donc des services spéciaux qui sont en charge de cette installation qui est très importante pour la mise en place. En tout cas, il est maintenant 15 heures, quasiment 45, le président de la République est parti de Marbeau, il a quitté le Conseil général et il est donc en chemin pour venir jusqu'ici. J'imagine que les moyens de sécurité vont lui permettre d'arriver jusqu'à la salle de l'Oslo assez facilement. En tout cas, on va lui ouvrir la route car je vous le rappelle, à 16 heures, normalement, mais j'imagine que l'horaire va être un tout petit peu modifié, à 16 heures normalement, eh bien, le président Hollande devait rencontrer une délégation du 126e RI de Brive dans les locaux de la préfecture de Tulle. Il n'était pas question pour lui d'aller caserne La Porte avant de repartir sur Paris, car vous le savez, ce soir, il doit normalement rencontrer les familles des otages au Sahel. Il doit les rencontrer à l'Élysée en fin d'après-midi, tout début de soirée. Vous voyez donc que cet après-midi est très millimétré. C'est aussi la raison pour laquelle François Hollande n'est pas venu ce matin sur les coups de 10h30 pour se promener, déambuler dans le marché de Tulle. Il n'est pas venu participer à l'inauguration officielle de la salle de l'Oslo. C'est vraiment un aparté de 5 heures grand maximum qu'il va faire dans une situation nationale et internationale très compliquée, très difficile. Je vois dans le hall de la salle de l'Oslo une animation particulière de mes confrères parisiens puisque les médias sont venus en nombre pour assister à ces vœux. C'est un événement, c'était un événement du temps de Jacques Chirac, ça demeure un événement du temps de François Hollande. Je vois donc nos confrères arriver, il ne devrait pas tarder, le président de la République, à entrer dans cette salle. Vous entendrez très certainement une clameur, voire des applaudissements. Bernard Combe est là, donc j'imagine que le président est juste derrière lui et dès que le président va arriver, Jean-Pierre Audier est là, le président de Nano également, René Telade, l'ancien ministre de François Mitterrand, le préfet de région est là aussi. On voit Philippe Noche, le député maire de Brive, représentant des députés pour la défense nationale qui était allé en Afghanistan et qui semble-t-il devrait aller au Mali dans les semaines à venir. On voit Karim Mahatoug également, le premier fédéral du Parti socialiste de la Corrèze, Jacques Spanler, le directeur de cabinet en charge de la communication. En tout cas, le banc et l'arrière-banc est ici. On voit aussi la maire d'Uzerche, Sophie Dessus, qui a participé donc tout à fait normalement au déjeuner à la mi-journée, puisque le déjeuner de la mi-journée c'était une trentaine de personnes, mais une trentaine de personnes de la majorité départementale. Donc on imagine qu'ils sont arrivés juste avant lui pour justement accueillir le président de la République, qui à mon sens n'est plus très loin maintenant de faire ses vœux, son allocution, ses vœux aux Corésiens pour cette année 2013. On reprend en tout cas une vieille tradition que Jacques Chirac avait tenue durant 12 années, puisqu'il avait tout d'abord été élu pour un septennat, puis ensuite
pour un quinquennat. Il n'avait pas fait de coupure entre ces deux élections pendant 12 ans. Donc Jacques Chirac était venu présenter ses vœux aux habitants de la Corrèze. La salle de Lozlou ce matin, François Hollande l'a découverte en aparté, comme ça il disait que c'était une belle salle, puisque je crois, si mes souvenirs sont exacts, que c'est sous sa présidence au département, sous sa présidence au Conseil général de la Corrèze, que la décision de construire cette salle avait déjà été prise. On voit donc le chef de camp du chef de l'État qui est en train d'arriver. C'est lui qui porte la valise diplomatique. Il était là ce matin et il va donc s'approcher de l'estrade pour donner très certainement le discours au président comme il a pour habitude de le faire et comme le protocole l'y oblige. On voit maintenant les gardes du corps qui sont en train de se rapprocher. Donc on imagine que tout est en train de se mettre en place. Et voilà, le président de la République monte sur l'estrade. Je vais donc vous laisser en sa compagnie pour écouter son allocution. Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président du Conseil régional, cher Jean-Paul Denanot, Monsieur le Président du Conseil général, cher Gérard Bonnet, Monsieur le maire de Tulle, cher Bernard Combes, Mesdames, Messieurs les parlementaires élus de la Corrèze, je salue également les membres du corps préfectoral et tous les élus qui sont ici rassemblés devant moi et qui représentent avec conviction et abnégation ce territoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'avais prévu de longue date de venir pour cette cérémonie de vœux. Je n'imaginais pas qu'elle se tiendrait dans un contexte aussi lourd, même si je n'ignorais rien des menaces qui existaient dans ce que l'on appelle le Sahel, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. La France est maintenant engagée au Mali. J'ai pris cette décision il y a déjà 8 jours. Elle était nécessaire. Le terrorisme allait submerger ce pays ami, ce terrorisme qui menace toute l'Afrique de l'Ouest, mais également le monde entier. La prise d'otages en Algérie en est une illustration tragique. L'un de nos ressortissants, Yann Dejeu, y a laissé la vie. J'ai appelé sa famille pour lui témoigner de notre soutien, de notre solidarité dans cette épreuve. Je pense aussi à chacun de nos compatriotes qui sont retenus au Mali depuis parfois plus de 2 ans. Je rencontrerai leurs proches demain à l'Élysée. Notre intervention au Mali est légitime. Elle répond d'abord à la demande du président de ce pays. Elle s'appuie sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Et donc, la France agit conformément au droit international. La France n'est pas seule. D'abord parce qu'elle est appuyée par les pays européens qui nous apportent de l'aide sous toutes ses formes. Ensuite, parce que nous travaillons avec les pays africains qui eux-mêmes vont former l'essentiel de la force internationale, dont la mission sera de permettre au Mali de recouvrer son intégrité territoriale. Cette force va se déployer dans les meilleurs délais. Aujourd'hui même, à Abidjan, le ministre des Affaires étrangères représente notre pays. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest ont renouvelé leur engagement de permettre au Mali de retrouver sa souveraineté. Je mesure à chaque moment le courage de nos soldats
qui sont engagés dans cette opération. Ici même en Corrèze, le 126e régiment d'infanterie de Brive est mobilisé. 80 sont déjà partis parmi ces soldats valeureux. 40 sont prévus demain. Les risques, ils sont multiples. Et là encore, je pense à 3 soldats du groupement de soutien de la base de Nîmes qui devaient rejoindre Clermont-Ferrand ce matin et qui ont été victimes d'un accident terrible de la route. Là encore, je veux dire à leur famille notre profonde solidarité. Je sais bien qu'ici, comme ailleurs, vous comprenez l'enjeu. Il n'est pas pour nous de conquérir un territoire, de vouloir accroître notre influence ou de chercher je ne sais quel intérêt commercial ou économique. Ce temps-là est fini. En revanche, notre pays, parce que c'est la France, doit venir en aide à un pays ami. Ce pays ami est l'un des plus pauvres du monde. Et il est victime depuis trop de mois, pour ne pas dire d'années, de ce terrorisme qui prend maintenant des formes de plus en plus redoutables. Alors, je sais que je peux compter sur le soutien de l'ensemble de mes compatriotes pour prendre, autant qu'il sera nécessaire de le faire, les décisions qui engagent notre pays. Le Parlement sera associé, lui-même aura à voter le principe de cette intervention si elle devait se prolonger. Plusieurs fois, on me pose la question, combien de temps cela va-t-il durer? Et je réponds, parce que c'est la seule vérité que je connaisse, le temps nécessaire. Le temps nécessaire pour que le terrorisme soit vaincu dans cette partie-là de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, je voulais vous dire ce que je savais aussi de ce qui se passait en Algérie en ce moment, où une prise d'otage par des terroristes venus de la région a pu mettre en péril la vie d'un certain nombre de nos compatriotes et au-delà de nous, de plusieurs centaines de personnes. L'opération est encore en cours. On nous dit qu'elle est finie. Je n'en connais pas l'évaluation précise. Ce que je sais, c'est que des otages sont morts, qu'ils ont été lâchement assassinés, et que là encore, s'il y avait besoin de justifier l'action que nous engageons contre le terrorisme, nous aurions là encore un argument supplémentaire. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie de vœux nous est familière. Elle s'était interrompue 5 ans, car la Corrèze, c'est vrai, a eu le privilège de donner 2 présidents à la Ve République. Et je ne veux pas ici empêcher certains de croire aussi en leur propre avenir. Donc, je veux reprendre cette tradition. Et le faisant, j'ai une pensée pour Jacques Chirac, qui reste présent dans le cœur de beaucoup d'entre vous et à qui j'adresse mes vœux les plus affectueux. Nous nous retrouvons donc au seuil de 2013. Ce sera une année exigeante, chacun le comprend, puisque ce sera celle du redressement. La situation, vous la connaissez. Une dette record, une industrie affaiblie, compétitivité dégradée depuis 10 ans, et surtout un chômage qui augmente continuellement depuis 2 ans. J'ai donc fixé la seule priorité qui convenait dans cette circonstance, l'emploi. Et j'ai fixé le seul objectif qui me paraissait, comme président de la République, d'abord susceptible d'être atteint, et ensuite capable de mobiliser toutes les forces vives de notre pays. Cet objectif, c'est l'inversion de la courbe du chômage à la fin de l'année. La première des armes que nous pouvons utiliser, ce sont les emplois d'avenir. Ça s'adresse aux jeunes
les moins qualifiés, les plus éloignés du marché du travail, ceux qui se désespèrent, ceux qui pensent qu'ils n'y arriveront jamais. Nous les connaissons, ils sont autour de nous. Eh bien, je remercie le Conseil général de la Corrèze de sa décision d'accompagner la création de 100 emplois d'avenir. Et je fais appel à tous les élus au-delà de cette salle et aussi aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, aux associations, pour que tous utilisent massivement cet instrument, ce levier d'insertion pour nos jeunes. Ensuite, nous avons un deuxième outil à notre disposition. C'est ce que j'appelle le contrat de génération. Vous en connaissez le principe. Les entreprises sont incitées à embaucher des jeunes tout en gardant les seniors dans l'activité. Les seniors permettant la transmission du savoir, de la connaissance, de l'expérience pour les plus jeunes. Ce dispositif est maintenant en passe d'être voté au Parlement. Il s'appliquera de toute manière dès le 1er janvier. Les entreprises qui embaucheront en CDI les jeunes pour que les seniors puissent leur apporter leur tutorat recevront 4 000 € par an pendant 3 ans. Et je sais d'expérience que la Corrèze, le Limousin, est composée d'un tissu économique qui pourra, à travers ces PME, utiliser ces contrats d'insertion pour renouveler les générations et assurer les transmissions même d'entreprises. Enfin, il y a eu l'accord qui est intervenu le vendredi 11 janvier, au moment même où je décidais qu'il y avait une intervention à mener au Mali. Et donc, il n'y a pas eu nécessairement tout le profit que la France aurait pu tirer de cette annonce, car c'en est un qui est maintenant possible pour nous. Permettre que se lève une double peur. La peur pour les entreprises d'embaucher, la peur pour les salariés d'être licenciés. Eh bien, avec cet accord, s'il est transcrit par le Parlement, il y aura pour les salariés des droits nouveaux, l'accès à une complémentaire santé, à une meilleure formation, à des droits rechargeables quand il y a une période de chômage pour ne rien perdre des acquis antérieurs. Et pour les entreprises, une souplesse supplémentaire, mais aussi une capacité de pouvoir s'adapter lorsqu'il y a des difficultés conjoncturelles et d'éviter ainsi les licenciements. Je sais que toutes les organisations syndicales n'ont pas signé cet accord, mais je suis convaincu que cette méthode de concertation, de dialogue, de négociation est la bonne pour faire avancer notre pays. Alors nous avons les outils, mais ces instruments, aussi nécessaires soient-ils, ne pourront être véritablement valorisés que s'il y a de la croissance. D'où l'enjeu de la compétitivité. Alors, le mot a longtemps fait peur, mais il traduit une réalité toute simple. Nous devons vendre davantage de produits à l'extérieur que les produits que nous achetons de l'extérieur. Et c'est pourquoi nous devons faire en sorte qu'à travers un effort de recherche, d'innovation, d'investissement, mais aussi de formation, d'éducation, parce que tout part de là, nous puissions être parmi les meilleurs dans la compétition. Me rendant maintenant dans bon nombre de pays pour vanter les mérites des entreprises françaises ou des produits de haute technologie, même si je ne me fixe pas d'objectifs en termes de grands contrats. Après, il y a des déceptions. J'entends souvent mes interlocuteurs me dire « Oh, vos produits sont excellents, votre technologie est parfaite, mais votre commercialisation fait défaut, ou votre présence est insuffisante. » Alors, nous devons faire cet effort de compétitivité, quand on ne me parle pas du prix. Mais ça, c'est par pudeur, car c'est fait aussi partie de ce qui fait la différence. D'où aussi ce sujet du coût du travail que je n'ai pas voulu écarter, parce que c'est un élément du prix, ce n'est pas le seul. Et comme un certain nombre de nos concurrents se situent à des coûts du travail bien inférieurs aux nôtres, la question nous est posée. Qu'allions-nous faire?
Peser sur les salaires, c'eût été inacceptable. Réduire la protection sociale, je m'y refusais. Donc nous avons inventé un mécanisme, celui du crédit d'impôt aux entreprises, qui permettra d'alléger la masse salariale de 4% dès 2013 et de 6% en 2014, pour que les entreprises puissent, avec cette marge supplémentaire, embaucher, investir, tenir leur rang dans la compétition pour l'exportation. Ce crédit d'impôt concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur. L'industrie, l'agriculture, les professions libérales, le commerce, l'artisanat et même les coopératives que le Parlement a souhaité également intégrer dans le dispositif. Ce crédit d'impôt sera versé dès 2013 à toutes les entreprises qui en feront la demande. Et grâce aux avances que la Banque publique d'investissement que nous avons créée leur accordera. C'est un effort que l'État fait pour l'emploi. Et notamment dans une période où nous devons en plus rééquilibrer nos comptes et maîtriser notre dette. Maîtriser la dette. Je suis devenu un spécialiste grâce à la Corrèze. Mais là, c'est une échelle tout à fait différente. C'est une masse beaucoup plus importante. Car je ne peux pas accepter que le premier budget du pays, hors l'éducation nationale, soit le paiement des intérêts de la dette, pas du remboursement de la dette. Donc nous devons aussi faire cet effort de rétablissement de nos comptes publics pour également garder la qualité de la signature française. Et d'ailleurs, depuis plusieurs mois, les taux d'intérêt sur la dette française sont les plus faibles de notre histoire. Tant mieux, ça nous permet de nous financer à meilleur coût. Mais nous n'empêcherons pas, au-delà des efforts fiscaux qu'il convient de faire, d'accomplir des économies partout, l'État, mais aussi, je le sais, les collectivités locales. Mais je suis ici dans un territoire rural et je veux dissiper une inquiétude qui a été exprimée, notamment par les départements, comme la Corrèze. Il n'est pas question que ces collectivités soient les victimes de la nécessaire redistribution des dotations de l'État. Aussi, les mécanismes de péréquation seront renforcés en leur faveur, qu'il s'agisse du fonds de soutien des départements en difficulté, que le gouvernement a abondé de 20 millions d'euros, que l'ensemble des fonds de péréquation que nous devons faire en sorte d'être affectés aux départements qui sont ceux qui souffrent le plus, soit du vieillissement de la population, soit des difficultés économiques. Mais je peux affirmer ici qu'aucun département rural n'aura en 2013 une dotation inférieure à celle qu'il avait reçue de l'État en 2012. Mais nous devons aussi apporter des réponses à des questions lancinantes qui concernent nos territoires ruraux, mais pas seulement, qui concernent tous les départements où une population âgée doit être accompagnée. Ce sera la réforme de la dépendance, tant de fois annoncée, tant de fois promise. Elle sera donc engagée à l'automne prochain et ça aura des conséquences forcément sur les compétences et les financements des départements, tout en améliorant, car c'est le but, la situation des familles concernées. Mais je ne veux pas vous dissimuler non plus une réalité. Nous devons faire avancer notre organisation territoriale, en tout cas la changer, la faire évoluer. Elle est devenue trop complexe, trop confuse et trop lourde. Alors il y aura une nouvelle étape de la décentralisation. Je l'avais annoncé, elle sera menée à bien dans l'année 2013. L'idée, c'est la simplification. Les compétences seront clarifiées, le rôle des régions comme des métropoles sera renforcé, les départements seront préservés, mais pour chaque type de compétence, une collectivité chef de file sera identifiée pour qu'il n'y ait pas ces doublons, ces superpositions qui quelquefois créent davantage de coûts sans avantage particulier. L'État lui-même doit assumer sa responsabilité. Et sa responsabilité, c'est l'égal
accès de tous les citoyens aux services publics. Les moyens accordés à l'éducation nationale en 2013 arrêteront l'hémorragie des suppressions de postes que nous avions connues depuis 10 ans. J'ai veillé également que le retour à la semaine de 4 jours et demi, qui a longtemps fait débat, pour les rythmes scolaires, qui continue d'ailleurs de le faire, s'accompagne d'un soutien aux collectivités locales qui feront l'effort d'encadrement des élèves. Mais je veux aborder 2 sujets qui sont essentiels à mes yeux pour l'égalité territoriale. Le premier, c'est la santé. Je me suis engagé pour qu'aucun de nos concitoyens ne se trouve à plus de 30 minutes d'un lieu où il pourra bénéficier d'une prise en charge pour un service d'urgence. Cette promesse sera tenue. Mais nous avons aussi à lutter contre les déserts médicaux. Le constat, il est très simple. Et ici, nous le connaissons. Population qui vieillit, et donc des médecins qui n'échappent pas à ce processus et qui partent à la retraite sans être remplacés. Un réseau sanitaire qui assume de plus en plus difficilement ses missions et une pression de plus en plus forte sur les hôpitaux et donc sur leur personnel. Face à ces enjeux, j'appelle les professionnels de santé, les élus concernés et les services de l'État à se mobiliser. Nous avons là encore quelques objectifs que chacun connaît. Les maisons de santé pour regrouper plusieurs praticiens en un lieu unique. Les pôles de santé pour mieux coordonner l'offre sanitaire et médico-sociale comme en Haute-Corrèze. Et puis, nous devons tout faire pour installer des médecins. C'est l'objectif d'un pacte territoire-santé qui a été voulu par le gouvernement et qui a vocation à utiliser tous les leviers possibles. La formation des médecins, mais ça prendra du temps. Les incitations financières, les conditions d'exercice des praticiens et l'organisation des soins dans les territoires isolés. C'est un enjeu pour la population, c'est un enjeu aussi pour les professionnels. Parce qu'ils doivent être dans des meilleures conditions de travail et nous ne pouvons plus leur demander les sacrifices qui étaient les leurs il y a quelques années. Je connais des territoires en Corrèze où cette menace existe. Et je sais à chaque fois l'espoir que la seule annonce de l'installation d'un médecin peut susciter. Faut-il encore qu'elle se traduise? Le second domaine où l'accès de tous aux services publics doit être garanti, c'est la justice. Là encore, l'organisation judiciaire, elle doit évoluer. Et c'est pourquoi je suis favorable à la création de tribunaux de première instance qui regrouperaient tous les contentieux de la vie quotidienne, les litiges liés à la consommation, au logement, à la dépendance, mais aussi et surtout à la famille, les contentieux liés au divorce ou à la séparation. Sans revenir sur la carte judiciaire, chacun sait pourtant les injustices qui ont été commises à l'égard de certaines villes. J'ai demandé à la garde des Sceaux de confier à une mission d'expertise le soin d'étudier la possibilité de réouvrir des tribunaux de grande instance dans 7 villes de France, dont Tulle. Ces conclusions seront bientôt connues et les décisions seront prises sur le seul critère de l'intérêt des justiciables. Je crois à l'égalité des territoires. J'ai d'ailleurs créé un ministère qui porte son nom. Ça ne suffit pas. Faut-il encore qu'il traduise cette volonté? Mais nous avons une double obligation. D'un côté, nous devons accompagner l'essor des grandes villes, des métropoles, qui doivent pouvoir faire jeu égal avec les grandes agglomérations qui existent en Europe. Et en même temps, nous devons développer notre espace rural. Parce que beaucoup de Français ne souhaitent pas et n'ont pas vocation à aller vivre dans les grandes villes. Et c'est cette dimension de la ruralité que je veux que chaque mesure, chaque réforme, chaque politique puisse respecter et intégrer. Prenons là encore quelques exemples. Le numérique, c'est-à-dire le très haut débit, c'est un enjeu essentiel. Le gouvernement prépare un plan de déploiement du très haut débit visant à couvrir l'ensemble du territoire dans 10 ans. Mais 10 ans, c'est long. Et donc,
il convient de prendre de l'avance. C'est le cas du Limousin, qui est une référence et que nous devons accompagner. Mais la modernité, ce n'est pas simplement la nouvelle technologie. Notre agriculture est aussi une richesse pour la France. Alors elle est confrontée, elle aussi, à un défi nouveau. Il y a la demande mondiale, qui est en augmentation forte, qui exige en plus une qualité. Ça, c'est une opportunité considérable pour nos agriculteurs. Mais parallèlement, il y a une forte volatilité des cours, il y a même une spéculation sur les produits agricoles, ce qui fait que le coût des céréales, de l'alimentation du bétail, fragilise nos exploitations et rend encore plus nécessaire la mise en place de régulations à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, mais aussi nous conduit à une solidarité à l'égard de l'élevage. L'élevage, je suis ici dans un territoire qui a fait de la race limousine un produit d'excellence. Mais je ne prends pas cet objectif parce que je suis devant vous. L'élevage, c'est une filière essentielle pour notre pays, pour son économie, pour son territoire. On ne peut pas imaginer que la France devienne une grande surface où il n'y aurait que des céréales qui seraient cultivées. Parce que c'est ces céréales qui, aujourd'hui, ont le meilleur rendement. Je respecte ces producteurs, nous en avons besoin. Mais nous devons garder une production animale. C'est pourquoi, en ce moment, s'engage, des députés européens sont ici, une réforme de la politique agricole commune dans le cadre du budget européen. Ma priorité dans cette négociation qui est difficile, c'est de donner place aux productions animales et à un niveau de budget suffisant pour assurer l'avenir de cette politique agricole. Et également d'avoir des règles plus protectrices de l'environnement, mais également plus respectueuses des zones les plus difficiles. Cette politique, elle doit être mise en œuvre par des aides directes qui viennent de la politique agricole commune. Et je me bats pour qu'il y ait un principe du couplage, c'est-à-dire avec la production, mais aussi une meilleure répartition des aides entre les exploitations et entre les filières de production. La gestion des crédits du Fonds européen pour le développement rural va être confiée aux régions. C'est une bonne chose. Ça permettra d'aller plus vite et de décider au plus près. Mais ici, je tiens à préciser que la cohérence nationale sera garantie pour les politiques d'installation des agriculteurs et pour compenser les handicaps naturels. Ma conviction, c'est que l'agriculture est un atout majeur pour la France dans les prochaines années. Pas simplement pour assurer notre sécurité alimentaire, mais pour garantir la qualité de l'alimentation. Nous y tenons. Et surtout pour accroître encore la performance de nos industries agroalimentaires et donc de notre vocation exportatrice. Mesdames, Messieurs, chacun de nos territoires est une chance pour la nation. Et le pays ne peut se redresser que s'il y a une cohésion entre toutes les régions, entre l'urbain et le rural, entre une France qui connaît une dynamique et une autre qui parfois peut être assaillie par la crise. Je suis heureux d'avoir l'occasion de le dire ici devant vous, en Corrèze, ce département auquel je dois tant, que j'ai servi dans différents mandats, cette ville de Tulle qui m'a accordé tant de fois sa confiance, celle qui m'a permis de convaincre les Français au mois de mai dernier. Ces vœux sont donc, pour ce qui me concerne, une marque de fidélité à vous, à notre département, mais aussi une marque d'amitié indéfectible qui nous lie pour longtemps. Mes vœux s'adressent à chacune et à chacun d'entre vous. Je vous connais, tous et individuellement. Je n'ignore rien des inquiétudes qui existent ici comme ailleurs, des interrogations, des difficultés sans nom que connaissent bon nombre de nos compatriotes et
là aussi, dans notre département. Mais je sais aussi que dans cette crise, y compris avec les menaces internationales qui risquent à tout moment de mettre en cause notre sécurité, je peux compter sur vous. Car j'ai confiance dans les vertus de notre pays, dans sa vitalité économique, des entrepreneurs, des salariés, des artisans et toutes ces professions qui se consacrent à animer nos territoires. J'ai confiance dans la vitalité sociale avec des partenaires qui prennent leurs responsabilités, employeurs comme salariés. J'ai confiance aussi dans ce qu'est la vitalité de notre démographie. Car nous ne le disons pas suffisamment, la France connaît la natalité la plus forte d'Europe. Je n'y suis pour rien, ça vient depuis longtemps. Mais c'est un atout formidable. Nous sommes le pays qui a la dynamique de natalité la plus grande d'Europe. Et la démographie, c'est ce que l'on peut prévoir le mieux et le plus sûrement. À tel point qu'en 2030, la France comptera une population de 71 millions d'habitants, quand l'Allemagne en comptera 77 millions. C'est vous dire combien ce mouvement peut être non pas simplement un rattrapage, il ne s'agit pas de cela, mais un capital pour notre pays. À nous de le mettre en valeur, c'est-à-dire de bien former notre jeunesse, parce que c'est finalement ce qui nous permettra demain d'être les meilleurs dans la compétition. À nous aussi de bien maîtriser cette population qui va venir, de bien maîtriser notre urbanisme, mais également la dynamique de nos territoires ruraux. Qu'est-ce que ça signifierait une France en 2030 de plus de 70 millions d'habitants, dont une grande part serait concentrée dans les mêmes agglomérations, avec toutes les conséquences que l'on sait? Alors, nous devons faire les investissements qui permettent de préparer la France à son avenir. Ce sont les grandes infrastructures de transport. Ce sont aussi ce qui nous permettra, sur le plan industriel, d'être meilleurs. Ce sont les nouvelles technologies. Bref, j'ai demandé au gouvernement de préparer cette stratégie d'investissement pour les prochaines années. Mais ce qui me rend le plus confiant dans notre avenir, c'est notre capacité de rassemblement. Et là, la Corrèze me fournit une très belle illustration. J'ai dit que je vous connaissais tous, donc nous avons tous des différences, tous nos sensibilités, tous nos idées, même dans le même parti. Alors quand nous regardons tout ce qui peut effectivement nous séparer, il peut y avoir des inquiétudes, des manifestations, mais au bout du compte, nous saurons à chaque étape, face aux défis qui nous attendent, nous réunir. Pourquoi donc? Parce que nous croyons tous à la République et à la France. Tel est le sens des vœux d'unité que je tenais à adresser aux Corréziens et aux Français en vous souhaitant une bonne année 2013. Merci. Voilà, ces vœux donc aux Corréziens par le président de la République. 35 minutes environ de discours, c'est à peu près la moyenne, hein. C'est la moyenne pour ces vœux-là, 35 minutes. C'est vrai que Jacques Chirac était allé de 20 minutes à 2 heures, donc on peut faire un ratio, 35 minutes, mais vous le savez, et le président l'a dit, il a un certain nombre de rendez-vous de prévus, notamment dans une petite dizaine de minutes normalement. Il devrait donc
quitter la salle assez rapidement et dans une petite dizaine de minutes, je vous le rappelle, il devrait être à la préfecture de la Corrèze, à Tulle, pour rencontrer une délégation du 126e RI de Brive, dont une compagnie de 80 hommes a quitté hier la Corrèze pour rejoindre le Mali. Va-t-il faire un petit passage dans la salle pour saluer les uns et les autres, pour dire un petit mot à un conseiller général, à un conseiller municipal ou à des amis tout simplement? J'ai quand même l'impression que le président va faire ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire aller faire une petite balade et aller serrer quelques mains. Vous l'avez entendu sur cette demi-heure, le président a tout d'abord parlé de l'intervention française au Mali. C'était une intervention légitime, a-t-elle dit, et c'est important. La France doit apporter une aide à ce pays ami, l'un des plus pauvres d'Afrique. Et combien de temps doit durer l'intervention? Eh bien, le temps qu'il faudra, a poursuivi le chef de l'État. Il a également parlé de l'Algérie en nous donnant une toute petite précision sur l'opération qui, de ci, de là, dit-on, était terminée. Lui dit, elle est encore en cours et il y a des morts. Donc je pense que les développements dans les minutes, dans les heures à venir devraient nous en donner un petit peu plus. En tout cas, on peut estimer que ce que nous a dit le chef de l'État à l'heure actuelle est tout de même très proche de la réalité et de ce qui se passe. Alors cette cérémonie des vœux, il l'a dit également, elle est familière, elle n'avait plus lieu en Corrèze depuis 5 ans et pour cause. Depuis 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui était aux commandes de l'État. Il n'y avait pas de raison qu'il vienne présenter ses vœux aux Corréziens. Jacques Chirac l'avait fait et donc François Hollande reprend la relève. Il a d'ailleurs eu une pensée pour l'ancien chef de l'État. Il a dit, je cite, « J'ai une pensée pour Jacques Chirac à qui j'adresse mes vœux les plus chaleureux ». Bernadette Chirac n'est pas là. Elle avait été excusée pour participer à cette cérémonie. Mais en tout cas, le chef de l'État a tenu à dire un mot à l'ancien président de la République qui, durant 12 années, a présenté ses vœux aux Corréziens, ici à Tulle. Il a également parlé des objectifs plus nationaux. L'emploi, bien entendu, je vous le disais avant cette cérémonie, on imaginait que le président allait en dire un mot. Il a tenu parole. L'emploi, pour lui, c'est sa priorité. Il faut, a-t-il dit, inverser la courbe du chômage sur l'année 2013. C'est en tout cas l'objectif qu'il a fixé à son gouvernement. Il a également parlé d'une nouvelle étape de la décentralisation pour 2013 et normalement, les départements, les régions devraient avoir des objectifs accrus en ce qui concerne le financement de tel ou tel domaine d'activité. Il a aussi parlé d'un dossier qui tient à cœur les tullistes, c'est la possible réouverture de tribunaux de grande instance. Il a chargé la garde des Sceaux, Christiane Taubira, de travailler sur 7 villes en particulier. Et parmi ces villes, vous le savez, vous avez eu un reportage dans le journal régional durant la semaine, eh bien il y a la ville de Tulle. On est donc en attente là aussi des décisions qui pourraient être prises. Pour terminer, eh bien le président a joué un tout petit peu de la fibre amicale. La Corrèze, ce département auquel je dois tant, idem pour la ville de Tulle. Vous voyez que ces vœux, pour moi, a-t-il dit, c'est une marque de fidélité, d'amitié qui nous lie pour longtemps. Je vous connais tous, a dit le président de la République aux quelques 2000 invités qui sont dans cette salle. Je vous connais tous et je compte sur vous. Alors je vous le rappelle, il s'agissait de la 5e visite de François Hollande en Corrèze depuis son élection le 6 mai dernier. Il était venu juste après l'élection tout simplement pour démissionner du poste de conseiller général du département. Il est ensuite venu le 9 juin et c'est la première fois qu'un président en exercice a participé à la cérémonie de commémoration des pendus de Tulle. Ces 99 suppliciés du 9 juin 1944. On peut d'ailleurs penser qu'il reviendra au mois de juin prochain. Il était ensuite ici pour l'arrivée du Tour de France à Brive, une étape un petit peu plus amicale et un petit peu plus décontractée, j'ai envie de dire. Et le soir d'ailleurs, il avait assisté au concert de Corneille lors du festival Brive-Plage. Et puis enfin, il était là en septembre pour inaugurer l'usine Polytech, mais aussi le soir pour passer rapidement dans les rues des Nuits de Nacre, un festival qu'il avait voulu de ses voeux et qu'il a aidé à monter en puissance jusqu'à l'édition que l'on connaît et qui était la nôtre
cette année. Voilà donc pour cette cérémonie. Je crois que le président de la République est derrière nous peut-être. Oui, il est juste derrière nous en train et il continue de serrer les mains, de saluer les uns et les autres. Alors vous savez que certains viennent le saluer en lui disant bonjour monsieur le président. Enfin, ils ne savent pas trop comment s'exprimer avec lui et il leur dit mais dis-moi, tu m'appelais bien François il y a quelque temps, pourquoi tu changerais? Donc il essaie de les mettre à l'aise, il essaie en tout cas de leur donner le change et de ne pas trop insister sur cette différenciation qu'il pourrait y avoir aujourd'hui qu'il est président de la République. En tout cas, vous le voyez, il est vraiment très très près de nous, en train de saluer les uns, de biser les autres, un petit mot gentil, une petite anecdote, en tout cas en demandant peut-être des nouvelles du petit ou des nouvelles d'un membre de la famille, en essayant de savoir comment ça se passe et surtout s'il n'y a pas de soucis particuliers à signaler. C'est très exactement ce que faisait Jacques Chirac quand il venait ici en Corrèze. Il se rappelait très précisément des noms, des prénoms des uns et des autres et il parlait avec tous pour leur donner des nouvelles et demander des nouvelles. Voilà donc ce que nous pouvions dire. Vous voyez qu'il accepte également de se faire prendre en photo par les gens qui, avec leur mobile, se prennent directement en photo. Les services d'ordre d'ailleurs laissent faire. Ils ne sont pas là pour mettre de l'ordre et pour repousser, bien au contraire, les gens qui sont en train de le saluer. Voilà donc ce que nous pouvions dire pour cette cérémonie 2013 des vœux du président de la République aux Corésiens. Un discours, je vous le rappelle, qui a débuté ici dans cette salle flambant neuve de Logelou à 15h45 pour s'achever à 16h30. À 16h, le président avait un rendez-vous à la préfecture de Tulle. Je pense qu'il aura donc un tout petit peu de retard pour recevoir une délégation des Bisons du 126e RI de Brive. Dans la foulée, il repart pour Paris. Il redécolle de l'aéroport de Brive, vallée de la Dordogne, en direction de Villacoublay. Les journalistes de la presse nationale et internationale qui sont ici en Corrèze repartiront un petit peu plus tard sur Paris. Puis pour l'anecdote, je vous le disais, cela fait 5 fois que le président vient en Corrèze et un certain nombre de journalistes internationaux s'interrogent en disant mais pourquoi va-t-il 5 fois en Corrèze alors qu'il ne s'est pas encore rendu une seule fois en Chine? Nous terminerons sur cette interrogation. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette retransmission sur notre site limousin.france3.fr. Ce soir, à partir de 19h, dans le journal régional, un compte-rendu complet sur cette journée corrézienne de François Hollande. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également continuer à suivre cette journée sur nos réseaux sociaux avec François Clapeau, qui les alimente depuis ce matin. Merci beaucoup, merci de votre fidélité et à très bientôt. Au revoir, bon après-midi.